Et coucou tout le monde! Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je me suis un peu apprêtée. Ça faisait très longtemps que je m'étais pas apprêtée. Et les croquettes sont en train de tomber, donc Outa est parti comme un dératé. Ça faisait très longtemps que je m'étais pas apprêtée. Écoutez, sachez que ça m'a fait fortement plaisir, mais que je vais devoir par contre grouiller parce que je suis en train de vous filmer cette vidéo sur ma pause déjeuner et que j'ai déjà pris un quart d'heure pour me maquiller et que j'ai quand même pas mal de livres à vous présenter, puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour mon avis lecture de mes lectures faites du coup durant le mois de novembre. J'ai failli dire décembre, mais non, durant le mois de novembre. Ça n'a pas été un mois très glorieux au niveau du nombre de livres lus par rapport au nombre de livres que je m'étais prévu, mais ma foi, je suis quand même pas si mécontente que ça sur mes lectures, sachant que il y en a certaines, j'ai l'impression que c'était il y a 15 ans, il y en a certaines, en tout cas celles que j'ai fait sur le début du mois, c'était mes lectures pour le Villain Book Challenge. Donc j'ai l'impression que ça fait super longtemps, sachant que maintenant on est vraiment à fond, enfin en tout cas la plupart des gens sont à fond dans la vibe Noël, dans tout ça, tout ça. Moi, c'est pas forcément encore trop mon cas. Enfin, je suis pas forcément très festive cette année, je vais pas vous mentir. Mais du coup, je vais vous présenter les 8 lectures que j'ai faites durant le mois de novembre. Et je vais faire comme j'ai fait les derniers mois parce que c'était finalement ce qui était le plus simple pour moi. Je vais vous présenter du livre que j'ai lu, enfin que j'ai terminé du moins le plus récemment au livre que j'ai terminé le plus anciennement dans le mois. Donc on va remonter dans le temps tous ensemble pour voir les lectures que j'ai faites durant le mois de novembre. Et c'est parti, nous ne perdons pas plus de temps. La dernière lecture que j'ai faite durant le mois de novembre, il s'agit de Dagger and the Flame, écrite par Catherine Doyle, et c'est donc le livre Fairyloot que j'ai reçu pour la box du mois d'octobre, je crois, et donc du coup je lis le mois suivant, moi. Donc c'était ma lecture de novembre. J'ai mis pas mal de temps à le lire. Je vous en ai parlé puisque ça a été une de mes lectures durant le week-end Ami. Je vous avais fait un vlog pour que vous puissiez me suivre sur le week-end Ami. Je vais vous mettre le lien par-ci par-là parce que c'est une vidéo qui n'a pas forcément beaucoup fonctionné. Alors est-ce que c'est que les vlogs ne vous intéressent pas, et dans ce cas-là je réserverai ça pour les radis, donc les personnes qui souscrivent à la chaîne, ou est-ce que c'est juste que bon, je comprends que c'est pas forcément la meilleure période pour regarder des vlogs, vous avez des vlogmas à foison, donc c'est peut-être pas la meilleure période, mais dites-moi ça en commentaire, savoir si je dois continuer à faire des vlogs ou si c'est franchement vous préférez les vidéos plus face cam, plus fourre-tout comme la dernière que je vous ai sortie. Bref, dites-moi tout ça parce que je suis un peu perdue par rapport à ce que je peux vous proposer sur la chaîne. Quoi qu'il en est, quoi qu'il en soit, aujourd'hui je vous retrouve pour mon avis lecture et donc The Dagger and the Flame. Ici, on est dans une ville qui s'appelle la ville de Fantôme, je crois que c'est écrit dessus, oui, c'est écrit là. On est dans la ville de Fantôme, du coup, où nous allons suivre notre héroïne qui s'appelle Séraphine, qui est fille d'une contrebandière, d'une sorte de poudre magique qui est utilisée par les deux clans de la ville qui se battent, on va dire, enfin qui sont en rivalité, ils ne se battent pas les uns avec les autres mais qui sont en rivalité pour savoir quel clan va posséder la ville. Nous avons d'un côté le clan des Dagues qui est un clan constitué d'assassins qui ont donc des cibles à abattre, c'est des sortes de tueurs à gages en fait, le tout géré par une personne qui est un petit peu le roi de la ville, finalement c'est le roi des mafiosos. Et à côté nous avons du coup le clan des cloaks, des Cap, qui est un clan plutôt de voleurs qui aiment se mettre dans l'ombre pour essayer de voler à peu près tout ce qu'ils ont besoin, tout ce qu'ils doivent pour servir leur clan. Donc nous avons deux clans qui vraiment ont deux systèmes de fonctionnement très différents, qui sont en rivalité pour savoir quel clan est le clan de la ville. Et donc notre jeune Séraphine qui est fille d'une contrebandière, comme je vous disais, cette contrebandière fournit cette poudre qui permet aux assassins du clan des Dagues d'avoir une force décuplée quand ils en ingurgitent, et le clan des Cap d'en incorporer dans leurs vêtements, justement leur permettant de se fondre dans l'ombre et de ne pas être vus. Donc c'est une poudre qui est extrêmement importante pour les deux clans, sauf que l'histoire commence quand la mère de Séraphine est retrouvée morte et la maison complètement brûlée, et que Séraphine comprend qu'elle est la cible d'une personne appartenant au clan des Dagues. Elle va donc, suite au conseil que sa mère lui avait donné avant de décéder, aller trouver refuge dans la maison mère du clan des Cap et vouloir effectuer une vengeance justement pour venger la mort de sa mère et la perte de la vie qu'elle avait pu avoir, en essayant de chercher qui est la personne qui a tué sa mère, pourquoi, que, quoi, comment, et on va suivre toute cette histoire. Il s'agit ici d'une romantécie, donc on va avoir un autre protagoniste, un protagoniste masculin qui va venir se mélanger à l'histoire. Vous imaginez bien que le protagoniste masculin est dans le clan rival à celui dans lequel Séraphine va aller chercher refuge, et que tout ça, ça va pas aller super bien, sachant qu'en plus dans la ville dans laquelle se passe le récit, donc la ville de Fantôme, il y a des sortes de monstres qui apparaissent et qui tuent, mais à tir larigot, franchement, c'est open bar pour les gars. En tout cas, c'est un roman que j'ai plutôt bien apprécié. J'ai eu peur que ça soit une romantécie très classique, avec de la romance qui arrive très rapidement, et qu'on en oublie complètement le sujet, et que ça soit la romance qui prenne le dessus. Ce qui a
une peur qui vraiment s'est concrétisée à un moment donné, à peu près à la moitié du livre, je dirais, où vraiment la romance a pris le dessus sur tout le reste et je me suis dit punaise, ça y est, c'est parti, c'est le déclic où le reste du livre va se faire sur de la romance et parfois on y parlera de l'histoire. Heureusement pas du tout, notre héroïne, elle, va garder son cap de vouloir absolument se venger, sachant qu'au fur et à mesure justement de sa vengeance, elle va apprendre des choses, elle va nous apprendre des choses, des révélations vont se faire où on s'est dit ah ouais, ça nous arrange pas dans notre affaire, tout ça, qui va justement pas forcément aller dans le sens de un développement de relation avec notre jeune Dag et c'est un petit peu la merdouille. Du coup franchement l'écriture était pas forcément fifole, c'est pas le livre de votre vie, mais c'est une romantaisie qui se passe bien, qui fait un petit... Franchement à mon sens ça me faisait un petit peu penser à... un peu... De façon large, mais ça me faisait un petit peu penser à Six of Crows, comme ça, où on va avoir une petite romance qui va... Un enemies to lovers qui va se faire, mais en même temps, on a cette notion d'une ville où il y a des clans, où il y a une sorte de mafia, en fait. Bref, j'aimais beaucoup. C'est un tome 1, je ne sais pas combien de tomes il y aura à la série, mais en tout cas, je suis très curieuse de découvrir la suite. Ça m'a permis de découvrir la plume de Catherine Doyle, qui est donc une des deux autrices de... comment ça s'appelle ? J'ai perdu le nom. Je vous mettrai le lien. Non, pas le lien. Je vous mettrai la couverture du livre en question. C'est un livre qui est publié chez Bayard. Enfin, c'est une saga qui est publiée chez Bayard où c'est deux Catherine qui écrivent ensemble, Catherine Verber et Catherine Doyle. Et j'ai mangé le nom du livre. Je revois la couverture. Mais sur la couverture que je revois, il n'y a pas le titre décrit. C'est couillon. Bref, en tout cas, c'est un roman que j'ai plutôt bien apprécié, que j'ai aimé suivre, qui était haletant, qui était entraînant, et il y a des retournements de situation qui sont quand même sympas, de l'action, en veux-tu, en voilà, mais en même temps pas trop, on n'est pas noyé sous l'action, et la fin finit telle que, on sent qu'il va y avoir de la suite et que je suis très curieuse de voir ce que ça peut amener, donc vivons la suite. Juste avant de terminer The Dagger and the Flame, j'ai terminé Stalker, c'est écrit par Sarah Epstein et je l'ai ici en version poche publiée chez le livre de poche jeunesse, c'est un service de presse et j'en remercie la maison d'édition pour cet envoi puisque ça a été une superbe lecture. Ici, plus on va remonter dans le temps, plus ça va être compliqué pour moi de vous ressortir les résumés des choses. Ici, on va suivre du coup notre jeune Tash qui est au lycée, je crois. En tout cas on nous dit qu'elle rêve d'être une adolescente normale, donc collège-lycée, mais je dirais plutôt lycée, qui on sent, et on le sait, on nous le dit, a vécu un événement traumatique dans sa vie et suivi par une psy, parce que elle est considérée presque comme une mythomane. Elle a un ami, pas un ami, mais elle voit une personne qu'elle surnomme Moineau, je crois que c'est Moineau, normalement c'est Moineau, oiseau, Moineau, il fait cuicui. Gros cuicui. Mais bref, elle voit une personne qu'elle va appeler Moineau depuis qu'elle est toute petite suite à une affaire de kidnapping d'une jeune fille auquel elle aurait assisté quand elle était toute jeune. Et pour elle, c'est ce fameux Moineau, cette personne que personne d'autre elle ne voit, qui aurait enlevé cette gamine quand elle était en vacances chez sa tante. Et du coup, depuis, elle est suivie psychologiquement parce que cette gamine kidnappée a été retrouvée une semaine ou deux plus tard. Cependant, elle est incapable de dire ce qui s'est passé durant son kidnapping et durant toute cette période-là. Et du coup, notre jeune Tash, elle, depuis... Elle est claustrophobe, elle est traumatisée quoi, de cet événement et elle est suivie psychologiquement. Ça va mieux, elle n'est pas parfaite, mais socialement parlant, on sent qu'elle a des difficultés aussi, jusqu'au jour où Moineau va faire son grand retour, après presque 10 ans à ne pas apparaître aux yeux de Tash. Moineau va faire son grand retour, et tout va basculer pour Tash quand la famille, du coup, à laquelle appartient la fille qui avait été kidnappée, auquel elle aurait assisté au kidnapping quand elle était plus jeune, revient vivre dans le voisinage, et le grand frère de cette fille kidnappée devient un camarade de classe, et là c'est plein de souvenirs qui surgissent de nouveau pour Tash, et Moineau qui donc, comme je vous disais, qui fait son grand retour, et c'est que le début d'un ensemble d'emmerdes pour la pauvre Tash et on va essayer de comprendre qui est Moineau, qu'est-ce qui s'est passé véritablement, sachant que notre jeune fille kidnappée depuis ne parle plus, elle ne fait qu'écrire en fait, elle ne communique plus à l'oral, elle n'a plus l'usage de la parole, elle est trop traumatisée pour ça, elle ne fait qu'écrire donc c'est très compliqué de savoir ce qui s'est passé et Tash elle va essayer de savoir ce qui s'est passé justement. Je décris très mal, comme d'habitude mes résumés sont nuls, je m'en excuse, mais sachez que j'avais demandé ce roman à la maison d'édition un petit peu par curiosité plus qu'autre chose. J'en avais pas forcément entendu beaucoup de retours quand il était sorti en grand format il y a peut-être 2 ans et je crois que c'était chez Bayard. J'en avais pas entendu beaucoup de retours mais il m'avait déjà un petit peu intriguée à l'époque. C'était passé à la trappe. Et là quand j'ai pu le demander, je me suis pas gênée et je suis tellement contente de l'avoir fait puisque même si c'est de l'ado en vrai, ça se lit très très bien étant adulte et ça clairement c'est un livre que je vais filer à ma mère parce que je pense clairement que ça peut lui plaire. On est sur du jeune adulte en fait parce qu'on suit une adolescente et c'est pour ça qu'on nous dit que c'est à partir de 14 ans. Mais en même temps... 14 ans, je trouve ça un poil jeune pour lire ça. Vous allez voir le livre dont je vais vous parler juste après, qui lui se veut être adulte. Pour moi, c'est sur la même cible d'âge, vraiment. Donc, peut-être à partir de 14 ans, mais il y a quelques petites choses quand même. On y parle...
je dirais pas d'harcèlement scolaire, mais vraiment d'une ambiance pesante scolairement parlant. On va y parler de drogue, on va y parler de kidnapping. Enfin, il y a des sujets quand même. On est sur un thriller, quoi. Et j'ai trouvé ça très très cool. Notre héroïne Tash, on va alterner entre des chapitres au présent, du coup, où elle va continuer sa vie, et des chapitres au passé, où ça va être des extraits, surtout, de thérapie qu'elle a avec sa psy, où on comprend que la psy pose des questions complètement à côté, qu'elle comprend pas du tout Tash, et que Tash, du coup, elle est amenée à devoir évoluer un peu tout seule, pas forcément aidée par le milieu médical. Et on va apprendre de ce que Tash disait étant jeune, de ce à quoi elle aurait assisté, et qui va faire écho avec ce qui se passe dans le présent. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Tash, c'est pas forcément un personnage hyper attachant. Personnellement, je me suis pas attachée à elle, mais elle me faisait de la peine parce que personne la croit, elle est vraiment seule face à ça. Alors vraiment, je parle même pas du fait de savoir si ce qu'elle dit est vrai ou non, mais vraiment, elle est toute seule, il y a personne qui va la croire, et même la façon dont elle va être aidée, ses parents sont pas forcément là pour la soutenir. C'est très bizarre, vraiment, Tash, elle me faisait de la peine, Bichette. Et elle va avoir une meilleure amie qui pareil, est là, mais lui fait comprendre qu'elle ne la croit pas. Enfin bref, elle est vraiment toute seule par rapport à ses démons, et par rapport à elle seule. Donc vraiment, elle me faisait de la peine. L'histoire va vous retourner le cerveau. Vraiment, j'avais pas vu venir ce qui s'y passe. Je commençais à établir des théories sur ça peut être comme ci, ça peut être comme ça, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça. J'avais un peu de vrai, mais alors clairement pas au point où l'autrice a décidé d'emmener le récit. Et vraiment, j'ai kiffé ça, être retournée à la fin et me dire ah ouais, elle va jusque là quand même pour la révélation de fin. Et j'ai trouvé ça très très cool. Il y a des personnages qui sont qu'on n'aime pas forcément, mais à qui on ne peut pas vouloir d'être comme ça, du contexte de l'histoire. Bref, c'était vraiment très très chouette. Si vous aimez le thriller et si vous aimez le livre dont je vais vous parler juste après, celui-ci est vraiment dans la même came, sachant que le livre dont je vais vous parler juste après, c'est un livre qui avait fait pas mal parler de lui pour la cible. Donc si vous avez aimé Hidden Pictures dont je vais vous parler juste après, je vous conseille forcément Stalker parce que c'est dans la même veine et c'est tout aussi bien. Et donc Hidden Pictures, c'est écrit par Jason Rekulak, c'est publié chez Brajlon et c'est un cadeau d'anniversaire qu'on m'avait fait. Donc merci beaucoup, merci parce que ça a été une super lecture. Ça a été une super lecture, vraiment. Je savais que j'allais aimer parce qu'au vu des retours, au vu de ce qu'on m'en avait dit, il n'y avait pas grand de suspense, à défaut d'en avoir dans le livre. Il n'y en avait pas gros pour moi en tout cas de savoir que j'allais aimer et ça a été le cas, ça n'a pas loupé. C'est un livre ici dans lequel on va suivre Mallory qui est une jeune adulte, elle a un début de vingtaine. C'est une ancienne toxico qui est, comment on dit, qui est clean, on va dire, ça c'est le terme anglais, mais on a un terme en français, je ne sais plus, qui est clean en tout cas depuis plus d'un an, près d'un an et demi me semble-t-il, et qui galère cependant à trouver un boulot, à payer son loyer. C'est un petit peu, parce qu'en tant qu'ancienne toxico, c'est très très compliqué quand même de refaire sa vie par la suite, même si, comme je vous dis, maintenant elle est clean, elle a plus de soucis par rapport à la drogue, mais bref, c'est quand même compliqué. Et le parrain du coup de l'association dans laquelle elle est, pour les anciens toxicos, va lui donner un petit filon d'une famille qu'il connaît, qui rechercherait une babysitter durant l'été pour leur fils, du coup, qui est en vacances, qui est à la maison, et dont les parents ne peuvent pas s'occuper durant la journée, puisqu'ils travaillent. Mallory va donc se rendre à cet entretien d'embauche, pour lequel elle va obtenir le job. Ça arrive très rapidement dans le livre, je ne vous spoil rien, ça c'est la mise en contexte. Donc elle va obtenir le job de babysitter auprès de cet enfant qui a l'air absolument adorable, qui est vraiment tout jeune, il a 5-6 ans je crois, hein, vraiment c'est un jeune enfant. Et au début tout se passe bien, on a notre jeune enfant dont j'ai perdu le nom, je ne sais plus, Teddy, qui est mignon comme tout, il fait des dessins trop mignons, des dessins d'enfants de 5 ans. Attendez, je vous montre ça, regardez. Il dessine une chèvre, il dessine un arbre sur lequel il est. Il dessine des oiseaux dans une fontaine, un soleil, tout ça, la vie est belle. Mais il dessine aussi, lui, accompagné d'une femme, quand même, qu'un enfant de 5 ans ne dessine pas forcément, et il nous la présente comme étant son ami imaginaire. Voilà, un peu inquiétant comme ami imaginaire. En général, on a plus des amis imaginaires trop mignons, des animaux, ou des personnages qu'on s'invente, mais qui sont gentils, qui nous veulent du bien. Là, elle n'est pas forcément méchante envers Teddy, mais elle est quand même pas mal effrayante, et elle lui parle. Personne d'autre la voit, évidemment, et au début, Mallory, il porte pas trop d'attention. Les parents et Mallory savent que Teddy a cet ami imaginaire, ce qui est un peu bizarre, mais bref, on ne fait pas plus attention que ça. Les enfants de son âge, c'est récurrent qu'ils aient des amis imaginaires. Cependant, plus ça va aller, plus il va se passer des choses bizarres dans cette maison. Les parents vont être bizarres et Teddy va vraiment de plus en plus parler à cet ami imaginaire, faire des dessins de plus en plus glauques. Vraiment, les dessins ont une importance dans ce livre et vous allez en avoir tout le long du récit. Et donc, de plus en plus, les dessins vont être glauques, vont être différents, vont raconter une histoire, là où juste avant on avait Teddy qui tenait la main de son ami imaginaire. De plus en plus les dessins vont raconter une histoire qui n'est pas celle de Teddy, une histoire qui
semble être celle de quelqu'un d'autre, et Mallory va du coup se prendre au jeu et vouloir savoir ce que Teddy dessine, savoir qui est cet ami imaginaire, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il dessine ça, ce qui ne semble en plus pas être ses dessins à lui, c'est lui qui les fait, mais ce n'est pas son trait de crayon. Bref, c'est très bizarre pour Mallory, et donc elle va enquêter sur ça, et on se doute bien qu'elle va récupérer plus d'informations qu'elle n'aurait voulu en avoir, et que tout ça va tourner au vinaigre assez rapidement, ma foi. C'est un roman que j'ai absolument adoré, puisque vraiment, j'ai absolument pas vu venir ce qui se passait. Alors, je suis très mauvaise hein, dans les polars, les thrillers, pour voir ce qui va se passer. Et en même temps, ça me va, j'ai envie de me laisser balader et de suivre le mouvement, c'est ce que j'aime aussi. Mais là, vraiment, j'avais établi des théories, j'avais commencé à me dire, je suis sûre c'est ça. C'était pas ça. C'était pas ça. Et pareil, on va vraiment... L'auteur va quand même pas mal loin dans le cycle de la violence. Enfin, de la violence, non, pas forcément. Dans le cycle de l'esprit malsain de certains personnages, ou au contraire on va avoir des personnages on peut pas les aimer, c'est pas possible, mais en même temps on les plaint un petit peu, mais en même temps on les aime pas quand même parce qu'ils ont des choses pas clean à se reprocher. Bref, c'était vraiment très très cool. Le fait que les dessins évoluent comme ça, racontent une histoire à eux-mêmes, c'est super chouette. Vraiment on en a tout le long du bouquin. Je sais pas si vous allez trop voir, mais vous voyez il y a des pages qui sont un peu plus foncées. On en a beaucoup plus au début, mais ensuite ça va. Il y en a aussi. Il y en a des fois qui ne font pas toute une page. Pour vous donner un exemple, est-ce qu'il est spoilant? Pour vous donner un exemple, voilà, je vous montre pas plus, mais le dessin, vous voyez pas, enfin vous voyez, prend pas toute la page, donc on n'a pas les coins qui sont colorés, mais il y en a quand même, donc il y a quand même pas mal de dessins, et c'est hyper intéressant, c'est vraiment très très chouette, c'est haletant, c'est prenant, vous le prenez, vous le lâchez plus, vraiment. Je l'ai lu aussi durant le week-end à 1000, donc vous avez pu voir aussi durant la vidéo que je l'avais terminé durant le week-end à 1000, celui-ci, je l'ai bouffé en 24 heures, vraiment c'était trop bien, je l'ai adoré, je vous conseille fortement, je ne sais plus maman si tu l'as lu, mais si tu ne l'as pas lu, pareil il vient pour toi. Bref, c'était vraiment très chouette, et encore merci beaucoup de me l'avoir offert pour mon anniversaire parce que ça a fait mouche totalement pour moi. Ensuite, j'ai aussi lu durant le mois de novembre, et là on arrive dans les lectures du fin de VBC, puisqu'il s'agit de La Terre brûlée, donc écrit par James Dashner, c'est publié chez PKJ, et c'est donc le deuxième tome de la saga du labyrinthe qui s'appelle en vrai L'épreuve, mais donc du coup c'est ce qui correspond au film Le Labyrinthe, les films Le Labyrinthe, qui est donc une saga qui date maintenant de au moins 10 ans hein, je dirais. Est-ce que j'ai une année qui date de 2013, dépôt légal 2013, donc ouais, voilà. On est sur un poil plus de 10 ans. Et ben ça n'a pas pris une ride et j'ai vraiment bien kiffé. Alors faut savoir que autant j'avais des bons souvenirs du film 1, ça allait. Autant par la suite les films 2, 3, je savais plus du tout ce qui se passait. Donc là ça a été une redécouverte de l'univers, sachant qu'en plus, en parlant avec vous sur Twitch pendant que je lisais, vous étiez plusieurs à me dire que finalement la saga littéraire était assez différente de la saga cinématographique, qui a pris pas mal de liberté dans son adaptation. Et effectivement, puisqu'à un moment, pendant longtemps j'ai attendu un personnage dont je me souvenais dans le film, qui n'arrive pas du tout dans ce livre. Donc je pense qu'il n'arrivera jamais, sniff, parce que je l'aimais bien. Bref, en tout cas j'ai pas forcément envie de vous en dire beaucoup plus ici. J'imagine que le labyrinthe c'est une saga que vous connaissez pas mal, on est sur une saga dystopie où du coup ce tome 2 prend directement la suite de la fin du tome 1, où nous avons nos jeunes qui arrivent à quitter ce labyrinthe dans lequel ils sont enfermés et dans lequel vivaient des sortes de créatures assez bizarres. Bref, ils ont réussi à sortir de ce labyrinthe et ils vont découvrir la vie en dehors du labyrinthe et ce qui est devenu la Terre. Spoiler alerte, elle est brûlée, ok? Donc ce qui est devenu la Terre après, ce qui est devenu la Terre durant leur absence dans ce labyrinthe. Et comme je vous disais, j'ai trouvé ça vraiment chouette. C'est jeune adulte, mais au final, il se passe des choses quand même un peu hardcore pour du jeune adulte, je trouve. Après, je vous avoue que j'ai pas lu Hunger Games, j'ai pas lu Divergente, donc je saurais pas vous dire comparativement à eux si c'est aussi violent. C'est pas forcément violent, mais il se passe des choses un peu dégueulasses. Mais si c'est aussi dégueu ou si ça l'est plus, je ne sais pas, je pourrais pas vous dire. En tout cas, c'était très cool. J'ai le tome 3 dans ma palle, donc je vais pouvoir terminer la saga, et ça c'est nickel chrome. Et je suis contente parce que ça s'est lu hyper vite, hein. Les chapitres sont super courts, donc ça se dévore, il y a aucun souci. Et parce que, ouais, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus jeune adulte et j'avais peur de passer à côté de ma lecture en me disant je suis plus du tout la cible de ça, et au final pas du tout. Je le comprends quand on dit que Absolu ça ressemble à ce genre de choses. Je trouve ça moins haletant, moins prenant que Absolu, que j'aime beaucoup, parce que ici on n'a pas de quelque chose que finalement j'aime beaucoup dans Absolu qu'on n'a pas ici, c'est la pluralité des points de vue. Ici, on va suivre un seul point de vue, celui de Thomas, du coup, notre personnage principal, qui a quand même un peu la vie facile par moment, on va pas se mentir. On sent que c'est le héros, qu'on va lui faciliter un petit peu la tâche, même si, du coup, on lui met aussi des embûches hein, dans son chemin. C'est pas le souci. C'est des embûches qui vont être vite résolues, donc il n'y a pas grand
il n'y a pas grand enjeu des fois. Du coup, j'ai ma pause déj qui vient de se terminer, j'ai encore 3 livres à vous présenter et finir de parler de la Terre brûlée, donc je vous reprendrai rapidement après ma journée de travail. Donc je suis désolée, la lumière va être beaucoup moindre dans la deuxième partie de cette vidéo. Ma tête sera ma tête de fin de travail, de fin de journée, et je vais essayer de faire ça rapidement aussi parce que je vais avoir un stream Twitch qui va enchaîner juste après ma fin de journée. Donc j'aurai une petite vingtaine de minutes pour finir de vous parler de tout ça. Je suis désolée, j'essaye de faire comme je peux, mais vraiment c'est très compliqué de vous filmer des vidéos durant la semaine, sachant vu les horaires que je fais et le rythme de travail que j'ai en ce moment sur mon travail salarial, c'est très compliqué. J'espère que vous me pardonnerez et je vous retrouve du coup tout de suite pour vous et pour moi dans quelques heures, le temps que je termine ma journée de travail. Et je vous reprends du coup, il est 6 h, je viens de terminer ma journée de travail, cadre différent pour que je sois face à la lumière artificielle puisqu'il n'y a plus un pet de lumière naturelle à cette heure-ci. Et du coup, il va falloir que je me dépêche. Désolée si vous avez l'impression que ma vidéo est faite un peu dans l'urgence, c'est un peu le cas, mais je vais essayer quand même de prendre le temps de bien vous exprimer mes avis sur les différents livres que je vais vous présenter encore. Donc quand je vous laissais, on était sur La Terre brûlée. Je crois que j'avais déjà fait pas mal le topo de mon avis lecture sur ce bouquin que j'ai bien aimé, qui se lit bien adolescent. Même si c'est quand même un peu hardcore sur certains points. Et je suis très curieuse de voir ce qui va se passer à la fin pour nos protagonistes. Ce qui est cool en plus, c'est que ça m'a motivée, ça m'a donné envie en tout cas, de revoir la trilogie cinématographique. D'autant plus qu'on m'avait dit, comme je vous l'avais dit plus tôt, que la saga littéraire et la série de films sont assez différentes quand même, mine de rien. Donc ça me donnera l'impression de découvrir, on va dire, une autre histoire, même si c'est quand même calqué sur cette saga littéraire. Bref, je suis curieuse de connaître la suite et fin. Ça me fera une trilogie terminée et ça me fera terminer la première un peu comme ça série de dystopie qui a été pas mal connue quand à l'époque où j'étais adolescente et sur lesquelles je me suis pas du tout penchée à l'époque. Donc prochaine étape, lire les Hunger Games que j'ai dans ma palle, sauf le préquel que je pense m'acquérir quand j'aurai avancé déjà dans la trilogie principale, et les Divergentes que je n'ai pas, mais je sais pas si celle-ci, si cette saga là et vraiment aussi bien que ça en livre, parce que j'avoue que déjà les films je les ai vus très tardivement, les Divergentes, donc dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous êtes fan de dystopie, que vous les avez toutes lues, et si vous avez lu en l'occurrence Divergentes, est-ce que c'est bien, est-ce que pas fou, est-ce que c'est moins bien que Labyrinthe ou encore Hunger Games, ou même Absolu, parce que pour jusqu'ici ma seule référence était Absolu. Dites-moi tout ça en commentaire, je suis curieuse. Le livre suivant était notre lecture commune du mois sur le Discord, et qu'est-ce que je suis contente qu'on ait fait cette lecture commune, puisqu'il s'agit de La balade funèbre de Art et Mercy. C'est écrit par Megan Bannon et c'est publié aux éditions Milady, dans cette sublime édition comme ça reliée. Alors, attendez, hop, j'ai un petit mot parce que c'était un cadeau, mais relié, vous voyez, avec le trou, hop, bref. L'édition est fabuleuse et le livre l'est tout autant au niveau du contenu, puisque j'ai absolument adoré ce livre dans lequel nous suivons deux protagonistes. Nous avons d'abord, j'ai plus de... J'allais dire, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Marie, quel est le titre du livre ? Tu as les noms, en fait, dans le titre. Nous allons donc suivre d'un côté Art, qui est un ranger qui a pour travail d'aller récupérer... Je sais plus comment on les appelle. On nous redit pas. Mais son job, c'est d'aller tuer les revenants, des sortes de revenants, en fait, qui existent dans cet univers, qui prennent possession des cadavres, du coup, des gens autour d'eux, s'il y en a, et qui vont chercher à revenir et à faire du mal aux humains, et à faire du mal aux vivants. Donc lui, son job de ranger, c'est donc de tuer ces revenants en leur perçant l'appendice. C'est comme ça qu'on sait qu'on les a tués et que les cadavres ne sont plus aussi possédables, on va dire. Donc un cadavre, dès qu'une personne meurt, il faut lui péter l'appendice. Comme ça, on est sûr que cette personne ne sera pas possédée par un revenant par la suite. Donc lui, c'est ça son job à Art. Donc c'est un travail qui est quand même pas mal dangereux, parce que les revenants sont quand même assez forts, sont difficiles à battre et en général évoluent en groupe, donc vous pouvez vite vous faire complètement acculer par un groupe de revenants. Et on suit aussi Mercy, qui elle est une croque-mort, et ils se connaissent justement par leur travail respectif, puisque Art, une fois qu'il a percer l'appendice des cadavres, il doit alors les amener auprès d'une compagnie, auprès d'une entreprise de pompes funèbres, et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, puisqu'une fois il a dû ramener un cadavre auprès de l'entreprise familiale de Mercy, qui est donc gérée par son père, et donc ils se sont rencontrés comme ça, et le courant n'est clairement pas passé, mais alors dès le début, c'était terrible. Du coup, depuis, ils sont amenés à devoir travailler ensemble quand même assez régulièrement, et à chaque fois c'est des pics qu'ils s'envoient. Clairement, ils ne s'aiment pas, ils ne s'apprécient pas, ils se tolèrent parce qu'ils n'ont pas le choix, mais clairement s'ils pouvaient ne pas se côtoyer, ne pas travailler ensemble, ça les arrangerait l'un comme l'autre. Cependant, vous vous doutez que tout va basculer pour ça, parce que sinon ça fait pas un livre. Et ce qui va amener justement ce petit twist, c'est que Art, c'est quand même quelqu'un d'assez
je vais pas dire aigri, mais il a pas d'amis, il a eu un traumatisme, il a eu un événement qui l'a vraiment chamboulé, duquel il a jamais réussi à se relever, et donc il est très seul. Il est très seul physiquement, mais il est très seul aussi socialement parlant, il ne côtoie personne. Une ancienne amie qui est sa chef actuellement, vraiment, ils ont perdu aussi. Il parle plus comme avant, il n'arrive pas à faire, normalement son travail implique qu'ils doivent travailler en binôme, mais depuis qu'il a vécu cet événement, il n'arrive pas à travailler en binôme, bref, il est très très seul. Et donc pour essayer de combler cette solitude, il va poser sur papier tous ses états d'âme et écrire à un ami. Voilà, il va écrire une lettre à un ami, donc à personne, hein, puisqu'on sait qu'il n'a pas d'amis, et il va la poster, cette lettre, en se disant ça va être envoyé à n'importe qui, et évidemment il ne le signe pas de son nom, il signe juste un ami à vous, ou quelque chose comme ça. Et cette lettre, vous vous doutez bien qu'elle va arriver chez Mercy, qui va donc la réceptionner et qui va trouver une sorte d'écho aussi dans cette lettre, puisque elle est entourée, elle a une famille qui est très présente. On ne nous parle pas forcément d'amis, mais on sait qu'en tout cas sa famille est très présente. Mais en même temps, dans cette famille qui est très présente physiquement, elle est très seule, puisque on sait qu'elle n'est pas écoutée, que la parole ne lui est jamais donnée. Finalement, on pense pour elle, on lui impose les choses et on n'écoute pas forcément ce qu'elle a à dire ou ce qu'elle pense. Donc finalement, elle va retrouver une sorte d'exutoire dans cette lettre et dans cet échange épistolaire qu'elle va avoir au fur et à mesure de Hart, sachant que tous les deux ne savent pas à qui ils écrivent mutuellement. Ils vont donc s'échanger des lettres jusqu'au jour où l'un des deux va savoir à qui il écrit et que la rencontre va devoir se faire. Voilà, j'ai pas envie de vous en dire plus, mais j'ai absolument adoré ce livre. Déjà, l'univers dans lequel il se passe avec ce monde, avec des revenants, une contrée un petit peu reculée, dans laquelle il ne fait pas bon vivre. Vraiment, on évite d'y aller, mais c'est là où il y a le nid des revenants, dirons-nous. Nos deux personnages qui sont adultes, hein, vraiment, ils ont une trentaine d'années tous les deux, donc c'est des adultes, c'est pas des jeunes adultes, c'est des adultes. Ça se sent au niveau de leurs paroles, au niveau de leurs pensées, au niveau de leurs agissements, et ça, déjà, j'ai trouvé ça hyper appréciable, parce que j'ai 29 ans, je m'approche quand même gentiment mais sûrement de la trentaine, donc j'ai plus tendance à me reconnaître dans des individus d'une trentaine d'années qu'une toute petite vingtaine où il y a quand même déjà 10 ans qui nous séparent. Donc bref, ça m'a plus correspondu à ce niveau-là, et même vous vous doutez bien qu'il va y avoir une relation qui va se former entre Hart et Mercy, et leur relation était si belle. Et pourtant, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que je ne suis pas la plus grande fan des romances, bien loin de ça, mais pourtant ici, elle est si belle, vraiment. Comme je vous dis, ils sont matures en fait, et ça se sent, et c'est tellement bien, c'est une vraie romance, c'est pas une romance qui est basée sur juste « il est trop beau, oh, elle est trop belle aussi ». Ça, j'en peux plus des romances comme ça, où les sentiments naissent sur la beauté physique. Ça, je ne peux plus. Vraiment, là, il y a vraiment ils se trouvent d'abord, leur relation naît d'abord sans savoir à qui ils parlent, et finalement, ils se trouvent vraiment profondément l'un vers l'autre, et après, ils se découvrent qui ils sont physiquement, mais... Vraiment, c'était super appréciable. Leur relation, ensuite, elle est basée sur des vrais sentiments qui on sent, leur son profond, quoi. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Il y a une scène de fesses, et pourtant, elle ne m'a pas dérangée, parce que pareil, les scènes de fesses, j'en peux plus, hein, le smut, le spicy, nanana, j'en peux plus. Là, il y en a une, et... elle est dans la même veine, elle est mature, elle est pas extrêmement décrite parce que ça ne sert à rien, mais en même temps elle nous en donne un petit peu parce que on est content qu'elle arrive, on va pas se mentir. Elle arrive pas trop tôt, elle arrive pas trop tard, elle arrive bien comme il faut, et quand elle arrive on se dit ah, on est content pour eux. Enfin personnellement j'étais contente pour eux, j'étais contente que ça leur arrive, contente qu'ils connaissent un bonheur aussi dans leur vie sexuelle mutuelle. Enfin j'étais contente pour eux, donc j'étais contente de la lire, et fallait pas qu'elle dure plus que ça. Si elle avait duré plus longtemps, j'aurais été en mode bon c'est bon, j'étais contente, maintenant passe à autre chose. Là nickel, franchement elle est très très bien passée, elle était bien exécutée, en tout cas je suis très contente. Et il y a eu un élément de fin où j'ai lâché mes meilleures larmes dessus, parce que on a un personnage, Hart, qui, comme je vous dis, il a vécu un événement qui l'a traumatisé et duquel il a pas réussi à se remettre. Et on sait qu'à un moment ou à un autre, va falloir qu'il aille vers ça, qu'il contre en fait ce mal-être et ce mal qui lui reste depuis ça. Et ça va être compliqué pour lui, il va se passer des choses pas cool. Et bref, j'ai versé mes meilleures larmes, je vous en dirai pas plus de peur de vous spoiler, mais je vous invite vraiment grandement à le découvrir. Ça a été presque un coup de cœur, vraiment ça a été une très 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 bonne lecture, je l'ai adoré. Et il y a un nouveau tome qui est à paraître en janvier, février, je crois que c'est janvier. Bref, tout début d'année, qui sera dans le même univers, qui ne sera pas basé sur nos mêmes personnages, mais j'ai déjà hâte de découvrir un autre livre de cette autrice, parce que vraiment j'ai adoré la plume aussi, je l'ai trouvée vraiment très mature, en même temps un peu vulgaire par moments, mais des putains, des merdes, des connards, quoi. De la vulgarité un peu quotidienne, dirons-nous. Et ouais, c'est une autrice qui j'ai vraiment bien aimé sa plume, une autrice adulte qui écrit pour des adultes, et j'ai trouvé ça très cool. Vraiment, je vous le conseille si vous avez envie de lire la romantécie mais que vous êtes comme moi,
c'est plus de la fantasy avec un brin de romance que vous recherchez, vraiment celui-ci sera totalement votre cam. Il me reste 3 livres à vous présenter et du coup celui que j'ai lu juste avant la balade funèbre de Art et Mercy, en tout cas que j'ai terminé, c'est un livre puisque là on va rentrer dans le cadre du Villa Book Challenge que j'ai donc lu pour le challenge. Il s'agit de Scarlett, c'est écrit par Marissa Meyer que j'ai ici en édition anglaise mais qui est publié en français aux éditions PKJ avec une couverture totalement différente. Je ne sais même pas quelle est la couverture française de celui-ci. Autant le tome 1 je l'avais, autant le tome 2, je l'ai plus. Bref, c'est le second tome de la saga des Chroniques Lunaires. Et donc ici, qui est centré sur notre personnage de, je vous le donne en mille, Scarlett. Vous suivez, ça fait plaisir à voir. Alors là, ça va être compliqué de vous faire un résumé parce que je ne sais plus où se terminer le tome 1, où commence le tome 2, mais je vous avais parlé déjà du tome 1. Si j'arrive à retrouver le lien de la vidéo dans lequel je vous en parle, je vous mettrai le lien de l'avis lecture en question. Et j'avais déjà beaucoup apprécié le tome 1 des Chroniques Lunaires, j'étais contente de me lancer dedans. Et ce tome 2 a confirmé la donne puisque ici, en fait, on va découvrir donc un nouveau personnage qu'on ne connaissait pas dans le tome 1, qui vient rajouter son histoire à celle de Cinder qui continue d'évoluer dans ce tome. Donc on va suivre dans ce tome-là le personnage de Cinder qu'on suivait dans le tome 1, en plus du personnage de Scarlett qu'on suit dans ce tome 2, puisque elles évoluent toutes les deux dans le même univers, un univers qui, du fait qu'on ait leurs deux points de vue, qu'on va comprendre d'autant plus, on va comprendre un petit peu plus l'envergure de cet univers, des enjeux qui peuvent se passer à différents niveaux, et j'ai trouvé ça très très cool. Ici, c'est donc une réécriture du Petit Chaperon Rouge, puisqu'on va avoir notre Scarlett qui est de rouge vêtue et qui est accompagnée d'un loup, métaphoriquement parlant, qui est accompagnée d'un loup. Bref, c'était très très cool, j'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus au niveau du résumé parce que c'est un tome 2, donc ça spoilerait, et j'ai l'impression que j'arrive quand même pas mal après la guerre sur les Chroniques Lunaires, donc j'imagine que vous êtes déjà pas mal à déjà connaître cet univers. Bref, j'ai beaucoup aimé, je vais peut-être un poil moins aimé que le tome 1 parce que j'ai préféré le personnage de Cinder à celui de Scarlett, mais comme on retrouve aussi le personnage de Cinder dans celui-ci, ça m'allait totalement. Mais du coup, une interrogation me vient, et je le verrai en lisant le tome 3, c'est que ici, puisque je sais plus si c'est un chapitre, enfin on intervertit un chapitre à l'autre, ou peut-être un peu moins que ça au niveau de la redondance, mais on a quand même on a quand même pas mal de chapitres du point de vue de Cinder, et du point de vue de Scarlett évidemment. Donc la question que j'ai, c'est est-ce que dans le tome 3, on aura toujours le point de vue de Cinder, le point de vue de Scarlett, et là viendront s'ajouter le point de vue du troisième personnage. Le point de vue du troisième personnage qui, je viens de regarder, est Cress, puisque je l'avais encore oublié. Bref, voilà, est-ce que dans le tome 3, on aura les 3 points de vue, et est-ce que dans le tome 4, on aura du coup tous les points de vue, ce qui paraît pas déconnant, puisque physiquement, les livres sont de plus en plus gros, donc peut-être que c'est aussi parce que, on suit un personnage, puis 2, puis 3, puis 4 différents. Peut-être que c'est ça, ça se trouve je me mets complètement le doigt dans l'œil, je sais pas, je verrai en continuant la saga. En tout cas, je suis très contente de l'avoir découvert et de la continuer, et j'espère bien terminer la saga sur la première moitié 2025, ça pourrait être pas mal, comme vu qu'il m'en reste plus que 2 dans la saga principale, et ensuite des petits spin-offs par-ci par-là, donc ça serait vraiment très très cool. En tout cas, je suis très contente, et effectivement, l'univers un peu science-fiction avec des réécritures de contes qui permettent de l'alimenter, je trouve ça très très cool, et j'ai déjà hâte de voir le tome sur Cress, qui est donc, je crois, une réécriture de Réponse. Donc j'ai très très hâte de voir qui serait Mergotel. Avant Scarlett, j'ai terminé un webtoon, et je crois que c'est le premier webtoon que je lis si je ne m'abuse. Et donc j'ai enfin commencé ma quête des webtoons avec La méchante est une marionnette. C'est écrit et illustré par Mangle. Alors je ne sais pas comment on prononce ça, hein. Mangle et Hanilim, et c'est publié aux éditions K-Factory. Déjà, je le trouve magnifique. C'est un livre que j'ai acheté de façon assez impulsive grâce à Gladys, des pépites de Gladys, du coup, puisque j'étais allée faire un tour en librairie avec elle, et elle me l'avait montré en me disant, il me semble, qu'elle allait le recevoir de la part de la maison d'édition à ce moment-là, et qu'elle l'avait demandé, puisque le résumé la tentait bien, elle m'avait fait un petit pitch, et je vous avoue qu'elle m'avait bien tenté à ce moment-là, donc je l'avais pris en me disant que ça serait l'occasion de découvrir un webtoon, et c'est un des livres que j'avais pioché, je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans ma pile à lire du coup de novembre, j'avais pioché 2 titres à lire pour le mois, et celui-ci, c'était celui que j'avais pioché, et justement, suite à la demande de Gladys. C'est donc un premier tome ici dans lequel nous suivons notre héroïne, ici même, qui s'appelle Kayena, qui est donc une princesse, donc la petite sœur du futur prince, qui est, ma foi, décrite comme étant très belle, mais aussi bête qu'elle n'est belle. Donc vraiment, elle est pas très intelligente, elle comprend rien au complot politique, à tout ce qui est justement gérer un royaume, s'occuper des autres, et elle est assez égocentrique, ne pense qu'à elle. C'est aussi pour ça qu'elle est d'autant plus belle, c'est parce qu'elle pense à bien se vêtir, à bien s'apprêter, elle pense beaucoup à elle, et très
très peu aux autres en plus d'être bête. Donc vraiment, on nous l'a décrit comme quelqu'un de fortement génial. Et tout ce que je viens de vous décrire, c'est ce qui se passe dans un roman qu'une lectrice de notre vie quotidienne va lire et dans lequel elle va se retrouver totalement plongée une fois que notre jeune lectrice sera décédée. En gros, on a une lectrice, vous, moi, n'importe qui est en train de lire un roman. Le roman de cette jeune Kayena, qui est cette fameuse princesse assez bête, qui le lit. Et puis elle va décéder et elle va se retrouver complètement catapultée dans le roman. Elle le comprend très vite. Et elle se retrouve du coup dans le corps de Kayena, ce personnage qu'elle lisait. Et là, elle va du coup avoir la main sur ce qui se passe, puisque le roman va devenir sa vraie vie. Elle va rentrer dans l'histoire comme si c'était sa propre histoire. Et donc, elle a décidé qu'elle allait complètement rejouer l'histoire, qu'elle allait certes endosser le rôle de Kayena, qu'elle allait devenir cette princesse, mais qu'elle allait arrêter d'être débile, parce que notre jeune lectrice, d'ailleurs, je crois qu'elle n'est jamais nommée, puisque finalement, elle va vite prendre les traits de Kayena, hein, ça arrive au tout début, donc on va l'appeler Kayena, puisque finalement notre Kayena 2.0, elle est loin d'être bête, elle. Et puis elle a une vision d'ensemble du roman, elle sait les complots, elle sait les différentes trames que sont en train de faire les personnages, et elle a déjà sa petite idée de comment elle pourrait jouer ses pions pour faire en sorte d'arriver à ses fins, pour empêcher que ce personnage-là, qu'elle n'aime pas forcément, qui n'a pas des bonnes pensées, n'arrive pas à ses fins, ou qu'au contraire celui-ci, qui a l'air plutôt sympathique et qu'elle a envie d'aider, puisse effectivement être aidé et arriver à avoir une meilleure vie, dirons-nous. Donc on va avoir tout ça, donc ça va être beaucoup de complots politiques, ça va être aussi agrémenté de très belles planches. Alors je vous dis, par exemple, hop. Et c'est pas parce qu'on a une planche, voilà, avec une vision de plein pied qu'elle est plus belle que les autres. Toutes sont absolument trop belles. Je reviens en arrière pour vous montrer le début du webtoon pour éviter de trop vous spoiler. Mais vraiment, les planches sont magnifiques. Donc déjà, c'est un bonbon pour les yeux. Et j'ai d'autant plus aimé justement que ces planches sont magnifiques, sont très girly, on va dire. C'est vraiment beaucoup d'informations au niveau des vêtements qui sont très chargés puisque ça se passe dans un royaume, c'est une monarchie, c'est le temps des princes, des princesses, des rois. Donc c'est des vêtements très denses, donc c'est des vêtements très fournis avec beaucoup d'informations visuelles et là les dessins le retranscrivent totalement, donc déjà on s'arrête à chaque illustration parce qu'elles sont toutes trop belles, chaque planche vraiment est magnifique et j'ai bien aimé que du coup parallèlement à cette vision très fifi, on va dire, qui pourrait correspondre à des shoujo dans les mangas où on s'attend à ce que ça soit juste des belles robes et puis voilà, c'est la princesse, ça va se marier, nanana. Non, à côté, on va avoir des gros complots, on va avoir notre princesse qui joue ses pions, qui va savoir manipuler les personnes qu'elle veut manipuler pour arriver à ses fins. Et j'ai trouvé ça très cool, justement, le fait qu'on ait l'impression d'évoluer sur deux points de vue, de façon visuelle et de façon aussi de l'histoire. J'ai adoré vraiment. Et je suis très curieuse de connaître la suite parce que finalement cette fin nous laisse carrément sur notre fin. C'est le cas de le lire, et que je crois que déjà le tome 2 est sorti, et j'aimerais bien me pencher dessus. Ouais, parce que Webtoon c'est très cool, c'est très beau, mais ça se lit vite. Donc bon, c'était vite lu, mais parce que c'était bien aussi. Bref, je vous le conseille, si vous n'avez jamais lu de Webtoon, et que vous aimez tout ce qui est complot de cours, vraiment il fera totalement l'affaire, même si vous avez déjà lu des Webtoons d'ailleurs. Si vous aimez les complots de cours et que vous aimez les jolis dessins, celui-ci est carrément fait pour vous. Enfin, pour terminer, j'avais commencé le mois en finissant ma lecture des Enchantresses. C'est écrit par Sophie Glioka et c'est publié aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse que j'ai reçu ici en service de presse de la part de la maison d'édition, que je remercie aussi beaucoup et que je suis contente d'avoir lu puisque celui-ci, je crois que c'était mon plus vieux service de presse puisque je l'ai reçu l'année dernière. Il me semble que je l'ai reçu en novembre ou peut-être même décembre 2023. Donc j'ai très honte de vous dire que je ne l'ai lu que maintenant, mais en même temps, au vu du titre, au vu de la couverture, vous comprenez qu'il fait très saisonnier au niveau de l'automne, au niveau de toute la période un peu witchy comme ça d'Halloween. Et je m'étais dit, bon, je l'ai reçu un peu tardivement pour ça. J'ai vraiment envie de le lire à cette période-là où il fait brumeux, où on a des chants on a Hocus Pocus en musique qui passe à tire-larigot. J'avais vraiment envie de le lire à ce moment-là, donc je suis très contente de l'avoir fait, puisque j'ai commencé le mois de novembre avec ça. On était pile poil dans les clous. Et c'était vraiment très cool. Ici, on suit 3 jeunes adolescentes qui sont dans un petit village, je crois que près de Laval. Ça se passe en France, l'autrice est française. Et c'est très cool déjà quand on nous cite le nom de la ville de Laval. En fait je pensais que de base c'était un livre en anglais, donc américain, anglais comme vous voulez, mais bref, pas un livre français. J'avais pas fait gaffe au nom de l'autrice en m'étant dit tiens ça sonne un peu français. J'avais pas du tout fait attention à ça. Et du coup je pensais que ça allait se passer aux États-Unis dans un petit coin près de Salem. Vraiment dans ma tête c'était déjà parti pour ça. Et je vous avoue que quand dès la première page on nous cite le nom de la ville de Laval, je me suis dit je suis pas sûre que ce soit un nom de ville qui soit beaucoup connu à l'étranger. Laval, c'est pas la ville française à laquelle on pense en premier quand on parle de la France d'un point de vue étranger. Laval, je suis même pas sûre déjà que beaucoup de Français sachent le placer sur une carte. Je suis même pas sûre que je sache le placer sur une carte. Je vois à peu près où c'est, mais ça s'arrête à peu près parce que j'ai de la famille qui habite pas loin. Vraiment. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit mais attends, elle est française. Et oui, elle est française, Marie, tu pouvais le voir avant. Non, je ne l'ai pas vue avant.
Bref, c'est pas le propos. Ici, on va donc commencer par suivre Bleuhen, qui est une jeune ado, qui est au collège, je crois, fin de collège, début de lycée, dans ces eaux-là. La quinzaine on va dire, et qui déménage. Elle vivait avec sa famille, donc son père et sa petite sœur à Paris, et tous les trois déménagent pour aller justement dans ce fameux patelin dont j'ai complètement mangé le nom, pas loin de Laval, déménagent pour aller dans ce fameux patelin, vraiment c'est un trou, c'est un village hein. Donc quand on passe de Paris, la grande ville, pour aller dans un petit village perdu dans le fin fond, presque de la Bretagne, c'est compliqué. Et donc Bleuhen déjà, elle a la mort. Vraiment, elle est là en mode... elle a déjà pas envie d'être là alors qu'elle est même pas encore arrivée. Bref, c'est compliqué. Donc elle va rejoindre son nouveau collège. On va dire collège, je crois que c'est collège. Elle va rejoindre son nouveau collège et dès le début, elle va comprendre que va y avoir le kéké de la classe. Celui qui va te mettre la misère toute l'année parce qu'il est mieux que tout le monde. On sait pas pourquoi, mais il est mieux que tout le monde. Et Bleuhen, elle, bon, elle a pas trop envie de se mettre copain avec lui parce que franchement il a rien dans le ciboulot, le pauvre garçon. Donc elle va trouver d'autres amis dans la personne de Flora, qui est un petit peu la première de la classe, l'Hermione Granger du coin, et de Lizig, je crois que c'est, ouais c'est ça, Lizig, qui elle, on comprend, était anciennement amie avec justement toute la troupe des populaires du collège, sauf que Lizig a fait quelque chose un peu plus tôt et qu'elle s'est un petit peu mis toutes ces troupes à dos et que cette troupe des populaires justement a tendance à bien martyriser notre Lizig, donc elle fait un petit peu bande à part. Nos trois jeunes filles vont donc être amenées durant une course d'orientation à devoir faire équipe toutes les trois, puisque c'est un petit peu... On va avoir Bleuhen et Flora qui vont se mettre ensemble parce qu'elles sont pas appréciées du reste, et Lizig, elle, parce qu'elle est complètement boudée des autres. Elles vont donc être amenées à faire équipe ensemble durant une course d'orientation et vont découvrir une sorte de grimoire très bizarre dans une sorte de cabanon au fin fond de cette forêt où ils sont amenés à faire une course d'orientation pour le collège. Elles vont trouver un grimoire et c'est très bizarre. Ce grimoire est très bizarre et elles vont se renfermer, je crois, pour éviter une tempête ou quelque chose comme ça. Bref, elles vont devoir attendre dans ce cabanon. Et quand elles vont en ressortir, elles vont comprendre qu'il s'est passé beaucoup plus de temps qu'il n'y paraissait pour elles à l'extérieur. Je crois qu'il s'est passé des heures pour les autres, alors que pour elles, il s'est passé... quelques dizaines de minutes je crois, hein. J'ai plus les chiffres en tête, mais bref, déjà c'est bizarre. Et elles vont avoir récupéré ce grimoire très bizarre qu'elles ont découvert dans le cabanon et elles vont le feuilleter. On dirait un vieux grimoire de sorcière, tel le grimoire de Charmed. Oui, je dis Charmed, ne critiquez pas. Tel le vieux grimoire Charmed des sœurs Halliwell. Elles vont donc faire une sorte d'incantation telle décrite dans le grimoire pour, je crois, essayer de se venger des personnes qui leur veulent du mal. Elles y croient pas, mais elles le font quand même parce que c'est Halloween et que c'est marrant. Sauf qu'il semblerait que ce grimoire n'est pas aussi inoffensif qu'il n'y paraît et que depuis qu'elles ont fait cette sorte d'incantation, des choses très bizarres arrivent autour d'elles dès qu'on a tendance à les énerver. Voilà, je vais pas vous en dire plus. Vraiment, c'était très très cool. On est ici sur un roman adolescent, hein. Je pense que vous l'avez compris. On nous préconise à partir de 13 ans, peut-être même un petit peu plus tôt. Vraiment, ça me semble pas déconnant dès début collège hein, de lire ce roman. Il est très sympathique, vraiment il était très cool, j'en attendais rien et j'ai pourtant beaucoup apprécié de suivre nos trois héroïnes dans leur découverte un petit peu de toutes ces choses un peu sombres du village. Elles vont faire la rencontre d'autres personnages aussi qui sont très cool, elles vont se faire aider d'une personne qui a l'air d'en savoir un petit peu plus sur toute cette sorcellerie et ouais c'était très très cool. Il y a aussi quand même une part importante de la vie au collège et il y a un trigger warning pour moi qui aurait nécessité d'être quand même présenté. Il s'agit de celui de harcèlement scolaire, puisque j'ai essayé de vous le dépeindre quand je vous faisais le résumé, mais on va avoir quand même une personne qui va avoir tendance à mettre à mal certains de ses camarades en se moquant d'eux, en leur rappelant des choses. Ouais, il y a quand même une notion d'harcèlement scolaire et on a des personnages comme ça ici qui sont très forts pour ça. Donc si c'est un sujet qui vous trigger le harcèlement scolaire, j'aurais tendance à vous dire d'éviter ce roman. Si c'est pas le cas, pour moi c'est pas le cas et clairement ça ne m'a pas dérangé, ça m'a pas gêné, mais je sais que ça peut l'être pour certaines personnes. En tout cas, c'est un premier tome que j'ai vraiment beaucoup apprécié, qui vraiment montre les prémices un petit peu de ce que nos trois jeunes filles peuvent avoir comme pouvoir. Et je suis très curieuse de voir ce que l'autrice nous a concocté pour la suite et de savoir comment elles vont utiliser ces pouvoirs, qu'est-ce que cela implique, parce que à la fin on comprend qu'il y a quand même des choses qu'on doit savoir. Donc j'ai hâte de savoir ce que ça peut impliquer. Il me semble que c'est une saga en 4 tomes, qui est entièrement terminée en grand format, qui est en cours de publication en poche. Pour l'instant, il me semble qu'il y a 2 tomes de sortie. Pour sûr, il y a 2 tomes de sortie, je ne sais plus. Il me semble pas que le tome 3 soit sorti pour le moment. À reconfirmer, mais en tout cas c'était très très chouette. C'est une saga que j'avais déjà vu passer au niveau visuel. J'avais déjà vu des annonces des maisons d'édition faire passer l'info comme quoi cette saga sortait, mais j'ai jamais vu de retour dessus et je trouve ça bien dommage parce que franchement, si vous aimez la littérature adolescente ou si vous avez un adolescent autour de vous qui aime justement tout cet esprit un peu de sorcière, ça peut carrément faire l'affaire. En tout cas, la Marie préadolescente fan de Charmed a vraiment beaucoup kiffé et comme je vous dis, je suis curieuse de connaître la suite, donc c'est que ça m'a quand même relativement intriguée. Ça en est donc tout
pour cette vidéo avis lecture du mois de novembre. Je suis désolée qu'elle ait été un petit peu décousue comme ça, coupée au milieu, d'avoir changé de cadre, de luminosité. Je sais que c'est pas forcément hyper agréable pour vous et je m'en excuse, mais j'ai essayé de faire comme j'ai pu avec ce que j'avais. Et j'espère surtout que là, actuellement, Uta qui ronfle ne vous gêne pas puisque vous êtes juste à côté de lui au niveau du micro. Merci bébé chat de ronfler. Si ce n'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker cette vidéo et mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé des avis lecture que j'ai pu vous proposer. Est-ce que c'est des vidéos que vous trouvez encore pertinentes, les avis lecture, ou est-ce que pas forcément? J'ai peut-être une idée de comment un petit peu les améliorer, en tout cas les modifier. Peut-être pas améliorer, mais les modifier pour rendre ça un peu plus dynamique. Vous verrez ça en 2025. Et si vous avez déjà lu un ou plusieurs des livres que je vous ai présentés, dites-moi tout ça en commentaire, que je puisse savoir aussi votre point de vue. Ça se trouve, nous ne sommes pas d'accord sur certaines des lectures que je vous ai présentées. Dans ce cas-là, je suis vraiment ouverte au débat et j'adore discuter bouquins. C'est aussi pour ça qu'on est là. Et si vous avez envie de commenter mais que vous ne savez pas quoi mettre, eh bien écoutez, je vous invite à mettre un livre puisque nous parlons de livres et qu'en plus, la couverture du dernier livre que je vous ai présenté, on a quand même un énorme livre au milieu. Donc on est dans les clous en mettant un livre en emoji. Il n'y a pas de problème. En attendant une prochaine vidéo, on se retrouve de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch, Instagram ou Discord, dont les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre, ça sera avec un grand plaisir de vous y retrouver. Je vous souhaite à tous de très très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye!